Bonjour, bienvenue à la session de 180 degrés édition dans le cadre de la Foire du Livre, magnifiquement accueillie par la Maison de la Francité. Alors je me présente, je m'appelle Robert Naoum, je suis l'éditeur qui se cache généralement derrière 180 degrés édition. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Sophie Wouters, qui est auteure d'un nouveau roman qui démarre très très fort et qui s'appelle Célestine. Bonjour Sophie. Bonjour Robert. Tout d'abord, avant de commencer, je voudrais faire un petit aparté. En fait, cette session a été pensée pour se mettre dans la tête d'un primo-auteur, c'est-à-dire d'un auteur qui n'a jamais été publié, de comprendre son envie irrésistible d'écrire, son rêve de publication, et après, comment est-ce que sa vie va être transformée ou pas par le succès. Je me suis toujours demandé si les auteurs comprenaient véritablement les éditeurs, et on peut se dire aussi si les éditeurs comprennent les auteurs. Voilà, ce sont parfois deux mondes complètement différents et les accroches sont parfois plus difficiles qu'on ne le croit. Alors en tant qu'éditeur, en fait, ce que je voulais dire, c'est que nous recevons beaucoup de manuscrits, même une petite maison comme 180 degrés édition. Et on a de la peine à tous les lire en déant un délai raisonnable. Donc, on est une petite équipe. Généralement, c'est le cas de toutes les maisons d'édition en Belgique, francophones en tout cas. Et on ne peut pas lire un livre comme ça en 2 secondes. Il faut qu'on se prépare, il faut qu'on ait le temps surtout. Alors en fait, on a adopté une méthode qui est de lire une 30aine de pages et de faire le bilan avec les collègues pour voir un peu si on accroche ou si on n'accroche pas. Et ce qu'on demande à un auteur quand il nous envoie un manuscrit, c'est de nous envoyer également une petite bio assez courte, mais une petite bio quand même. Également le synopsis du manuscrit pour voir vers quel genre de manuscrit on va. Est-ce que c'est un polar? Est-ce que c'est un livre de littérature blanche? Est-ce que c'est un roman historique? Est-ce que c'est un essai? Donc en fait, on a besoin de tout ça pour démarrer et pour se faire une idée du livre. Alors évidemment, lire une 30aine de pages ou disons un peu plus, voilà, le truc c'est que peut-être le début du livre ne nous accroche pas et peut-être qu'après justement ces fameuses 30 pages, c'est une perle. Alors on ne sait pas évidemment, mais il faut bien choisir une méthode de travail et notre méthode avec notre petite équipe et le temps qui nous est imparti, c'est d'aller vers ces 30 pages et puis bon, si c'est une perle, ben on l'aura loupé. Et je pense qu'il y a beaucoup d'éditeurs qui ont loupé des romans qui en valaient la peine parce qu'ils n'ont pas été assez loin. Mais tout ça, ce sont des éléments subjectifs parce que qui sommes-nous en fait éditeurs pour juger le travail d'un auteur? J'ai beaucoup de respect pour les auteurs qui vont jusqu'au bout de leur démarche, donc qui prennent le temps, qui prennent l'énergie d'écrire un livre. C'est très compliqué d'écrire un livre, de se mettre derrière la table, derrière le clavier, et donc j'ai beaucoup de respect pour les auteurs en général. Et tous les manuscrits qu'on reçoit, on les traite d'une manière ou d'une autre. On essaye d'aller le plus loin possible, en tout cas au minimum vers ces 30 pages. Alors, ça c'est le côté éditeur. Donc évidemment, il y a des choses un peu plus subjectives comme le style, comme la forme, comme l'histoire, le fond. Voilà, mais on ne va pas rentrer dans ces détails-là. Et ce que je voudrais voir maintenant, après avoir un tout petit peu parlé de mon rôle d'éditeur, c'est de voir ce qu'il y a dans la tête d'un auteur ou d'une autrice. Donc, rebonjour Sophie, bienvenue. Voilà, alors en fait, je voudrais que vous nous expliquiez votre parcours créatif et votre chemin pour une maison d'édition, au sens large. Et peut-être d'abord, très brièvement, la première question, qui êtes-vous, Sophie Wouters? Au départ, je suis artiste peintre, mais bien parce qu'il faut me classifier, parce que quelque part, je mélange plein de techniques. Donc, je dirais plutôt que je suis une artiste plasticienne. Et j'ai énormément parlé pendant 20 ans dans mes tableaux, dans mes œuvres, de l'être humain, jusqu'au jour où, je sais pas, j'ai une sorte d'overdose. Et pendant 1 an, j'ai travaillé énormément l'abstraction. Et puis, bizarrement, après avoir eu cette passe où j'ai fait énormément d'abstraction, j'ai eu un désir d'écrire.
Alors on pourrait se demander comment tout à coup le désir d'écrire apparaît comme ça. En fait, j'ai toujours eu énormément d'imagination et j'ai toujours eu plein d'idées de romans dans la tête. À la limite, j'ai envie de dire, quand les autres comptaient sans doute les moutons, moi, tous les soirs, je m'imaginais, enfin pas tous les soirs, enfin souvent, des romans, mais sans imaginer un instant qu'un jour j'aurais le courage d'en écrire un. Voilà, c'était... Et puis un jour, j'en ai écrit un très très long, mais comment dire, qui m'a demandé un travail immense. Et puis une fois terminé, j'ai perdu confiance. Enfin, quand je l'ai posté, j'ai perdu confiance en moi au niveau style littéraire. Et je ne pensais pas en commencer un deuxième. Et puis Célestine est née d'une façon totalement impromptue. Je ne savais même pas 5 minutes avant que j'allais le commencer. Et puis je me suis mis devant mon ordinateur et j'avais écrit 2 pages. Qu'est-ce que je viens d'écrire? J'ai presque envie de dire comme si quelqu'un guidait ma main. Je sais pas l'expliquer autrement. Et puis très vite, j'ai eu la structure de mon livre dans la tête. Très vite, je me suis aussi laissée guider par les personnages. Et j'ai été portée. Je sais pas, et je me rendais compte que la spontanéité me réussissait fortement dans cette écriture. Et j'ai décidé de le continuer ainsi. Mais toujours... j'avais déjà ma chute dans la tête, au lieu de faire des plans, j'avais cette structure dans ma tête, et je ne sais pas ce qui m'a pris. Voilà, Célestine est née d'une façon un peu impromptue, oui. À partir du moment où vous avez commencé Célestine, est-ce que vous avez une envie irrépressible d'écrire? Quel a été votre rythme? Et puis, vous avez déjà un peu répondu à la question, mais ce sont vos personnages qui vous ont guidé ou vous aviez déjà un plan? Apparemment, vous m'avez dit que vous connaissiez la chute, mais entre les deux... C'est les deux à la fois. J'ai envie de dire, j'avais mes personnages en tête, j'avais quelque part mon histoire en tête, mais par moments, oui, c'est les personnages qui nous guident aussi. Je sais pas, qui s'affinent, donc oui, c'est les deux. Au niveau du style, est-ce que vous avez trouvé tout de suite votre style? Vous avez tâtonné? Comment est-ce que ça s'est passé? Immédiatement. Je sais pas, c'était comme si ce premier très très long que j'avais écrit, oui, Célestine, j'ai trouvé le ton, mais dès les premières pages, je savais que... Oui. Et l'ambiance, vous l'avez mis, donc c'est pas un secret, je ne spoilie pas le livre, ça se passe dans les années 60, oui. À Dessin, pourquoi D'abord, bon, je suis pas quelqu'un de spécialement nostalgique de nature, mais j'ai adoré les années 60, je suis née au début 63, tout début 63, et comment dire, il y en a certains qui se moquent un peu de moi, mais j'ai une mémoire... Plus ça remonte loin, plus j'ai de la mémoire. Donc, je me souviens très, très bien de l'ambiance des années 60 et je les ai adorés. Et donc, ça me plaisait fort de placer l'histoire de Célestine dans ces années-là. Et vos personnages vous ont suivi. Je veux dire par là, vous avez réfléchi à l'intrigue, vous avez sans arrêt changé le synopsis ou bien vous êtes resté dans la ligne droite? Je suis restée dans une ligne droite, mais avec encore certaines incertitudes par moment, de me dire, tiens, est-ce que ça va plutôt être tel ou tel personnage qui va... Mais sinon, non, je ne sais pas expliquer pourquoi, je ne sais pas d'où cette histoire m'est venue, mais elle m'est venue et... Je sais pas, j'ai comme... je ne sais, sans vouloir jouer à la mystique, c'est comme si j'avais été guidée. Écoutez, tant mieux pour nous, tant mieux pour les lecteurs, c'est parfait. Oui. Et cela vous a pris combien de temps, plus ou moins, d'accoucher d'un premier roman? Parce que ce n'est pas évident d'être contente, d'arriver au bout de son écriture. Bah, disons que bon, il y en a un premier que j'ai laissé dans le tiroir, sur lequel j'ai énormément travaillé. Tout à l'heure, vous posiez la question quel était mon rythme de travail. Le premier, ça a été tout. J'ai des fois levé en pleine nuit, des fois c'était la journée, des fois, enfin, j'allais dormir en pleine journée. Enfin, c'était très aléatoire. Tandis que Célestine, c'est
très bizarre. J'ai travaillé ça comme quelqu'un qui va au bureau. C'est-à-dire, je me levais le matin et je travaillais toute la journée jusqu'à 18h, 18h30, où là, j'en pouvais plus. Et je m'arrêtais et j'ai travaillé comme ça tous les jours, exactement comme quelqu'un qui va au bureau. Belle discipline, fantastique. Oui, c'était hyper discipliné, oui. Et après, donc, vous êtes bien consciente que vous avez écrit votre livre, donc vous étiez à la recherche d'un éditeur. Quel a été votre déclic par rapport à ça? Comment avez-vous contacté les maisons d'édition? Lesquelles, en France, en Belgique? Je pense que bon, c'est pas prétentieux. Je crois qu'on est tous comme ça. On a tous envie d'abord essayer. Le pays qu'on ne nomme pas, la France. Oui, on va pas nommer. Mais enfin, voilà, on essaye les grandes en France. C'est comme ça et on espère. Et puis bon, oui, j'ai reçu des refus. Et puis, comment dire, jusqu'au moment où j'ai contacté Amélie Nothomb. En fait, c'est quelqu'un qui m'a poussée à la contacter parce qu'il savait que je la connaissais, mais je l'avais plus vue depuis une vingtaine d'années. Et moi, j'avais aucune envie de l'embêter avec ça, mais vraiment aucune. J'ai dit, bon, ok, j'ai dit, je vais quand même lui écrire pour demander conseil. Et là-dessus, elle m'a dit tout de suite, envoie-moi ton livre, je vais lire Célestine. Et alors, 2-3 jours après, j'ai reçu une lettre parce que je pense vraiment qu'elle a dû passer une nuit blanche. Enfin, on sait bien que ces nuits sont courtes, hein. Tout le monde est au courant qu'elle dort très peu. Donc, elle lit très vite. Elle lit très vite. Enfin, je sais pas si elle lit très vite, mais en tout cas, il faut moins qu'une nuit pour lire Célestine, ça c'est clair. Mais et donc, j'ai reçu une lettre et quand je l'ai ouverte, là, ça a été j'en revenais pas de ce que j'ai lu. J'étais complètement bouleversée, je peux le dire, abasourdie, oui. Eh bien, en tant qu'éditeur, moi aussi, j'ai été ravi vraiment de voir l'exergue qu'elle nous a réservé. Je peux le lire, si vous voulez. Oui. Je prends le livre, comme ça vous le voyez bien, Célestine. Alors, elle nous a dit, cette nuit, j'ai lu Célestine, ton texte m'a bouleversé, je n'ai pas pu m'arrêter, je te dois une nuit blanche. Amélie Nothomb. Mm-hmm. Donc, fantastique. Je pense que pour un premier livre, avoir une marraine, si je peux dire, de la sorte, c'est juste fantastique, hein, c'est merveilleux. Et puis, bon, ce qu'il faut dire, c'est que c'est très, très rare qu'Amélie Nothomb accepte également que une de ses phrases c'était un deuxième cadeau. C'était un deuxième cadeau. Un cadeau. C'était même pas pensable pour moi. Enfin, voilà. Non, c'est merveilleux. Oui, c'est fantastique, en tout cas. Et après, donc, donc vous avez écrit à Amélie Nothomb qui vous a répondu. Comment s'est passé votre cheminement pour trouver une maison d'édition? Pour vous trouver. Non, vous étiez en France. Oui, j'étais en France, puis j'ai des refus. Et puis non, c'est surtout, j'ai envie de plutôt dire que voilà, j'ai essayé des maisons d'édition. Et puis il y a eu la pandémie qui a commencé. Et là, comme je suis quelqu'un d'hyper intuitif, je me suis dit après 2-3 jours, je dis oh, non, ça va durer un temps fou cette histoire. J'ai aucune envie de laisser Célestine dans le terroir et de me laisser, comment dire, que le temps passe. Que le temps passe. Que le temps passe, etc. Et donc, j'ai commencé à avoir des audaces que je n'avais jamais eues auparavant. Parce que tout le monde pense que je suis une grande audacieuse, mais je suis la plus grande audacieuse pour les autres. Mais pour moi, je n'aime pas trop me mettre en avant. Et sur Facebook, je mettais juste mes tableaux, je mettais juste des likes sur des photos, un bon anniversaire, et ça s'arrêtait là. Autant dire que depuis 1 an, c'est plus du tout le cas. C'est-à-dire que j'ai décidé, après 2-3 jours, en fait, de mettre mon orgueil de côté et d'annoncer sur Facebook que j'avais écrit un livre et que je cherchais un éditeur. Et puis, j'ai décidé aussi de mettre un extrait par jour pendant 1 semaine. Et là, j'en suis pas revenue de ce que ça a engendré. C'était un truc vraiment de fond. Et bon, mais c'est pas pour autant que j'avais trouvé un éditeur. Il y en a 1 ou 2 éditeurs qui sont venus vers moi. Il y a un scénariste aussi. Et enfin. Et puis il y a eu Hervé Gérard. Hervé Gérard a eu le coup de cœur en fait avant la pandémie. Et
et à peu près en même temps qu'Amélie Nothomb. Et comme il m'a dit, je t'ai laissé essayer en France comme tu le désirais. Ok. Et donc c'est pour en revenir au moment où, au mois de décembre, où là, j'ai pensé tout doucement à m'auto-publier. Je savais que c'était pas une bonne chose, vraiment pas une bonne chose. Vraiment pas une bonne chose. Vraiment pas une bonne chose. Oublié. Que j'allais griller quelque part Célestine, etc. Mais en même temps, j'avais pas envie qu'elle reste dans le tiroir. Et c'est toujours à ce moment-là Et c'est ce même jour qu'Hervé Gérard m'a envoyé un message en disant: est-ce que ça te dirait d'envoyer, que j'envoie ton tapuscrit à mon éditeur, c'est-à-dire vous. Et puis voilà, il a envoyé, et puis je suis là aujourd'hui avec vous. Fantastique. Bah, écoutez, merci Hervé en tout cas. Alors Hervé, évidemment, vraiment, tout le monde le connaît, c'est l'ancien président de la Foire du Livre. Alors, merci Hervé Gérard, donc, un énorme merci. Qui est l'ancien président de la Foire du Livre, qui nous a mis en contact, Sophie et moi. Donc, alors vous avez passé plusieurs étapes. Vous avez fait l'écriture, vous avez fait le pas d'aller vers un éditeur, et même plusieurs éditeurs. Oui. Vous avez trouvé un éditeur, et après, comment pensiez-vous comment pensiez-vous que les choses allaient se passer? Donc, vous débarquez dans le monde de l'édition. Est-ce que vous pensiez que travailler avec les libraires, c'était facile, compliqué? Vous pensiez que travailler avec la presse pour qu'on parle de votre livre, c'était facile, compliqué? Comment vous, en tant qu'auteur, vous voyez en fait la vie d'un livre après publication? Je ne sais pas trop vous dire. J'ai toujours vécu à l'instinct, depuis toujours. Et il m'a toujours très très bien guidée. Et moi, ce qui est important dans la vie, c'est de faire. Voilà, je n'imagine rien, je fais. Et donc, je n'ai pas commencé à me poser 36 000 questions. Je pense toujours essayer de faire au mieux et de faire, et c'est tout ce qui m'importe. Donc, je ne sais pas répondre à votre question. D'accord, ok. Écoutez, en fait, c'est assez amusant parce que les auteurs parfois croient que le travail est terminé quand le livre est publié, alors qu'on leur dit justement à ce moment-là que le travail ne fait que commencer. C'est à ce moment-là où vous allez vous frotter au lecteur, c'est à ce moment-là que vous allez vous frotter au libraire. Le libraire, d'ailleurs, est le premier client, si on peut dire client avec des guillemets, et c'est le premier qui donne son avis sur un livre. Oui. Donc l'accueil auprès des libraires est très très important. Généralement, ils ont une expérience, ils ont du feeling, et donc on essaye de les suivre le plus possible, de les écouter. On vient même leur donner des services de presse avant la publication du livre. Donc c'est toutes des choses en fait que parfois l'auteur ne se doute pas. Et vous avez eu de la chance. On a été très très bien accueillis en librairie. Tout à fait. Notamment chez Marc Philipson et toute l'équipe de Filigrane, mais également d'autres librairies qui nous accueillent à bras ouverts. Donc on les remercie vraiment du fond du cœur. Et est-ce que vous attendiez justement, parce que vous avez fait votre première séance de dédicace, qui est aussi sauter un pas, c'est de passer de l'autre côté du miroir. Oui. Est-ce que vous attendiez un tel accueil, non seulement de la part des libraires, mais aussi de la part du public que vous venez de rencontrer, en fait? Ah non, alors absolument pas. Encore maintenant, là, non, je ne sais même pas si un jour j'arriverai à réaliser que c'est un truc de fou. Non. Comme Amélie Nothomb, vous devez maintenant apprendre tous les noms de vos fans, entre guillemets, par cœur. Hein. Il faut pas... je retiens beaucoup. Mais c'est une belle aventure, et ce qui est chouette, et normalement, dès que la pandémie le permettra, il y aura de plus en plus de dédicaces, il y aura également des rencontres, des festivals, des foires du livre, virtuel comme maintenant, donc on est très content, mais présentiel c'est encore mieux. Et puis voilà, l'aventure ne fait que commencer. Ah oui. Donc je voulais vous dire, Sophie, pour un coup d'essai, c'est un coup de maître. Et puis j'espère que ça va continuer très très longtemps et que vous aurez tout le succès que vous méritez. C'est gentil, bah oui, il y a que ça à espérer. Avec plaisir. Voilà, merci. Merci. Eh bien, on va continuer la session 180 degrés édition avec donc Alain de Dayne. Bonjour Alain. Bonjour. Et Donald Georges.
directeur de la Maison de la Francité. Bonjour Donald. Bonjour Robert. Donc, on était à notre session où on essayait de parler avec des primo-écrivains pour voir un peu quelle était leur motivation, pourquoi se sont-ils lancés dans l'écriture. Et ici, on est dans un cas un peu particulier. On avait Sophie juste avant, qui est une auteure qui a eu besoin d'écrire à un certain moment, mais vous, c'est complètement différent. C'est plutôt un travail de mémoire que vous avez voulu produire. Et donc, quel a été le déclic pour partir dans ce sens-là? Le déclic, en fait, c'est dévoiler des secrets que je maintenais depuis longtemps en mémoire et que je me devais de les dévoiler au terme d'un décès de ma maman et d'une boîte que j'ai découverte avec des témoignages écrits qui corroboraient avec des versions que j'avais entendues quand j'étais petit. Je ne pouvais plus me taire parce que j'avais promis à ma grand-mère de ne jamais dévoiler les secrets qu'elle m'avait donnés concernant la détention de mon papa. Et donc sur base de cela, j'ai dit bon, ou je fais tout, je fais rien. Et j'ai décidé alors de faire une étude pour d'abord vérifier si toutes les versions que j'avais reçues étaient exactes. Ça a pris plusieurs années. Et puis je me suis dit que je devais peut-être déjà pour mes enfants et pour mes petits-enfants l'écrire pour qu'ils sachent ce que leur grand-père ou leur arrière-grand-père avait eu comme aventure qui est assez particulière, qu'il a eu finalement, au bout de compte, beaucoup de chance, mais que ces malheurs qu'il a vécus pourraient servir de leçon à toutes les générations qui n'ont pas connu cette période difficile. Tout à fait. Et donc, vous avez fait un travail assez exceptionnel de relire toutes les archives familiales, de tout retrouver, de tout recouper. Et vous avez fait d'abord ce premier travail avant de vous pencher sur l'écriture. C'est exact, parce que je ne voulais pas écrire un texte dans lequel on avait à mettre en doute la véracité d'une histoire. Je ne voulais pas écrire un roman dans lequel il y avait des fabulations. Et donc, le premier travail consistait à avoir tous ces documents qui étaient repris dans cette boîte, vérifier si tous ces documents étaient exacts. Donc, j'ai été voir des musées, notamment celui qui se trouvait des archives au Square d'Aviation à la commune d'Anderlecht, où là, on m'a sorti un dossier qui était assez surprenant. Et là, j'ai vu des faits qui m'ont à la fois surpris et qui étaient presque comme une gifle pour moi, vis-à-vis d'un papa qui n'a jamais dévoilé la moindre histoire de ce chemin qu'il a parcouru. Et ça, c'était pour moi d'abord un choc assez terrible, et que j'ai dû mettre à l'œuvre en écriture. Et puis ensuite, j'ai même écrit au camp de concentration, parce qu'il en a fait plusieurs, pour vérifier s'ils avaient des archives concernant mon père qui était passé par là. Et j'étais surpris aussi de voir qu'il répondait, qu'il savait qu'il était passé par là avec son NN, son Nartungknebel, les matricules qu'il recevait. Mais là où ça reste assez nébuleux, et là je donne fil alors aux versions que j'ai reçues de ma grand-mère, le rôle qu'il avait à jouer dans ces différents camps de détention. Donc, et ça vous a pris combien de temps ce travail? Plusieurs années. Plusieurs années avant de collationner pourquoi il était rentré à l'armée secrète, pourquoi il s'est fait prendre, dans quelles circonstances, le jugement du tribunal qui était prononcé ici à Bruxelles, et puis ces différents voyages d'un camp à l'autre. Il fallait suivre ce parcours qui est assez périlleux et retrouver tout ce chemin pour terminer finalement dans un camp situé à 100 km environ d'Auschwitz. Suit alors le chemin inverse, c'est-à-dire au moment de la délivrance par les Russes des camps de concentration, il fallait revenir, ce qui est presque aussi difficile que d'y rester. Et la dernière phase était une phase d'intégration, et là nous avons parfois des exemples criants chez nous actuellement, dans l'actualité, où quand vous êtes prisonnier politique,
il n'est pas bon de dire qu'on est prisonnier politique, parce qu'il y a toujours une suspicion qu'il a fait un délit qui est peu recommandable. Parce qu'en effet, un prisonnier politique pouvait être un criminel, pouvait être un homosexuel, pouvait être un tzigane, pouvait être un communiste. Et donc, retrouver sa place au sein d'une société qui avait des a priori, c'était très difficile. Oui, à cette époque-là, effectivement, oui, tout à fait. Et vous avez décidé rapidement de ne pas écrire vous-même. Comment ça s'est passé? Alors, de formation kinésithérapeute, ce n'est pas une formation qui est prédestinée pour être écrivain. Deuxièmement, j'étais moi-même pris par l'émotion. Et donc, transmettre une émotion à quelqu'un qui n'a pas les mêmes sentiments que moi, c'est très, très difficile. Et donc, je devais chercher un guide pour que l'écrit soit d'abord qu'il y ait un fil d'Ariane dans cette histoire et qu'il voit ça avec d'autres yeux que les miens. Et en ça, j'ai eu plusieurs professionnels de l'écriture et celui qui a le mieux compris mon message, c'était Donald. Et donc, vous êtes tombé, si je peux dire, sur Donald, qui a lancé une initiative assez particulière et très intéressante. Donald, les biographes associés. Oui, donc c'était un programme de la Maison de la Francité qui s'appelle À chacun sa légende et qui rassemble toute une série de personnes qui vivent un peu ou qui font vivre la Maison de la Francité, des animateurs d'ateliers d'écriture qui sont souvent eux-mêmes ou elles-mêmes auteurs et autrices, et leur proposer de raconter des histoires, des biographies ou d'accompagner à l'écriture de manière personnalisée. Et donc, un jour, Alain de Dain a franchi la porte de la Maison de la Francité avec un manuscrit de 185 pages, je m'en souviens comme si c'était hier, et alors 2 ou 3 phares des gros classeurs qui on va dire qui illustrait et qui prouvait la véracité de ce qu'il avait écrit dans les 185 pages. Donc, c'était assez particulier, on a beaucoup discuté. Je lui ai trouvé une sincérité dans sa démarche qui m'a ému. Ce qu'il m'a raconté, un peu comme il vient de le faire ici, m'a touché, et il y a une relation qui s'est créée, en sorte que au bout de la première rencontre, Alain de Dain m'a dit: mais est-ce que c'est vous qui pourriez écrire peut-être cette histoire? Et alors, c'est un peu un instant magique pour quelqu'un qui, comme moi, écrit aussi. J'ai écrit mon premier roman. Là, j'ai quelqu'un qui m'apporte une trame, des faits factuels, tout le travail d'imagination n'est plus à faire. Alors ça peut être frustrant, certes. Maintenant, moi j'ai mon imaginaire, j'ai mon univers, etc. Et j'ai trouvé intéressant de faire ce travail de réécriture. En écrivant à la manière de Alain de Dain. Alors pas à la manière dont il écrit, sinon il n'aurait pas besoin d'un travail de réécriture, mais à la manière dont il avait envie de transmettre les choses. Donc maintenir le côté réaliste, véridique d'une histoire qui est extraordinaire et extrêmement émouvante. C'était très dur d'écrire certains passages parce que j'étais confronté à un manuscrit à l'état brut qui relatait des faits, et sachant que ces faits relevaient d'une histoire vraie, c'était parfois très dur moralement d'écrire certains passages, mais c'était aussi très émouvant, et j'avais envie de me raccorder à l'émotion qu'Alain de Dain mettait dans cette volonté de transmettre une histoire vraie à sa famille dans un premier cercle, mais de faire aussi connaître cette histoire pour les générations futures, parce que ce qu'il s'est passé dans cette histoire qui est racontée à travers la tartine, ça peut servir de leçon pour plein de générations, parce que ça recouvre plein de problématiques qu'on peut vivre actuellement dans une époque qui n'est plus la même, mais qui relève des mêmes réalités. Tout à fait. Et comment avez-vous
trouvé avez-vous pu trouver votre style en fait entre une écriture qui était au départ celle d'Alain et puis la vôtre? Est-ce que vous avez cherché? Est-ce que vous avez tâtonné? Comment est-ce que ça s'est passé? Ce n'est pas mon premier travail en tant que porte-plume, mais Alain de Dyne a une personnalité, une manière de vouloir raconter les choses en général. Et moi, j'ai joué au caméléon, en fait. Donc, j'ai essayé d'y mettre du style. Ce n'est pas nécessairement le style que j'utiliserais pour l'écriture d'un roman qui me serait personnel. J'ai vraiment essayé de rentrer dans le costume d'Alain de Dyne, qui est quelqu'un de communicatif. Donc, on peut comprendre là où il veut emmener les gens, la manière dont il veut témoigner, avec une certaine pudeur. Sur des faits qui sont parfois impudiques et voilà, moi j'étais un caméléon, je pense. Oui, en effet, et pour moi c'était bien d'avoir un guide qui me permettait d'essayer d'être le plus objectif possible vis-à-vis d'une situation où on aurait tendance à être évaporé dans un roman ou dans des sentiments, alors que je voulais retranscrire des événements que tout citoyen belge à l'époque pouvait vivre. Mon père n'était pas un héros. Il y en a beaucoup comme mon père. Il y a beaucoup d'histoires similaires à mon père. Et j'ai estimé qu'aujourd'hui, tout le monde a vu des horreurs sur les camps de concentration, surtout focalisés sur les camps d'extermination. Mais il n'y a pas eu que ceux-là. Il y a eu les camps de travaux forcés dans lesquels il était. Que ces gens, lorsqu'ils sont sortis, lorsque les Russes les ont libérés, particulièrement en mai 1945, eh bien, ils étaient tout aussi perdus à l'extérieur qu'à l'intérieur. On n'en prend pas conscience. Que lorsqu'ils sont revenus à pied de Pologne, parfois 1200 km, et qu'il fallait, entre-temps, sauver sa peau, parce que là, il n'y avait plus de loi, il n'y avait plus de règles, tout le monde pouvait mourir au coin de la rue, et pouvait mourir aussi de faim, ou bien de maladie. Donc, j'ai estimé qu'il fallait absolument rendre un témoignage à, non pas uniquement mon père, mais à tous ceux qui ont suivi le même chemin et qui ont subi les mêmes sévices et les mêmes difficultés, pas uniquement dans les camps, mais aussi en dehors du camp, lorsqu'ils sont sortis, cette difficulté de revenir, trouver son chemin, trouver de quoi manger, ne pas manger de trop parce que sinon ils allaient mourir par dysenterie, essayer de ne pas être volés par ceux qui avaient plus de santé que ceux qui sortaient des camps parce qu'ils n'en avaient pas, et puis arriver jusqu'à Bruxelles, où là c'était sa destination, être reconnu par sa maman qui croyait qu'il était décédé, puisqu'il n'avait plus de nouvelles du tout. Elle ne reconnaissait même pas son fils, puisque lorsqu'elle l'a vu pour la première fois, elle a demandé « Monsieur, qui êtes-vous » Et il était parti depuis combien de temps? Il a mis environ 2 mois pour arriver jusqu'en... Non, je veux dire, il est resté dans les camps combien de temps? Ah, il est resté dans les... Donc il a été pris par la Gestapo en 1942 et il en est sorti en mai 1945. Mais je comprends l'émotion et donc vous avez tout à fait raison d'avoir trouvé un guide au niveau de l'écriture et puis aussi au niveau de la mise en place en fait du livre et du récit. Et Donald, effectivement, je comprends, votre travail n'est pas facile parce que c'est très émotionnel. Donc, j'ai eu le plaisir de publier La Tartine. Voici cette magnifique couverture d'ailleurs qui est due à Donald également. Et c'est un livre très émouvant. Je voulais encore vous demander comment justement est-ce que vous avez trouvé Donald, parce que le service qu'il rend est nouveau, je pense. À chacun sa légende. Oui, il venait de démarrer au moment où Alain de Dyne a passé la porte de la maison de la Francité. D'accord, à ce moment-là. Oui, quelques mois après, j'ai eu d'autres personnes qui sont venues nous trouver pour raconter leur histoire, mais ça n'a pas accroché. Mais parfois c'était très folklorique. D'accord.
et pas nécessairement racontable. Parce que voilà, on est la Maison de la Francité, on se doit quand même on est quand même une institution qui a une mission publique, et donc on sélectionne les histoires, les biographies sur lesquelles on peut travailler. Mais en tout cas, je pense que ce service est très très intéressant. Moi, j'ai beaucoup de respect, comme j'ai dit lors de l'interview avec Sophie, pour les auteurs qui vont jusqu'au bout de leur travail, de leur écriture. Alors, d'un côté, il y a une auteure comme Sophie qui l'écriture la séduit du jour au lendemain. Enfin, au plus ou moins, ça fait un petit chemin, mais je veux dire, elle rentre dans l'écriture, et vous avez une histoire à raconter qui veut sortir absolument, une histoire de famille, des secrets de famille. Donc, quelque part, avoir une action comme la tienne, avec À chacun sa légende, apporte énormément, je pense, à des auteurs qui peuvent être perdus sur le chemin de l'écriture et aussi sur le chemin de l'édition. Parce que le piège à éviter dans votre cas, et vous avez très bien fait de contacter Donald, c'est l'auto-édition. L'auto-édition qui est le piège absolu dans lequel il ne faut pas tomber. C'est vraiment quelque chose qui fait du mal aux livres, qui fait du mal aux libraires, qui fait du mal aux auteurs, en premier lieu aux auteurs. Et donc, votre service, À chacun sa légende, est une très belle idée. Je pense que vous aurez beaucoup de succès parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin de raconter leur image, donc leur vie, pardon, de raconter leur chemin de vie à eux, ou bien y compris des associations qui ont envie de raconter 30 ans, 40 ans d'activité au service des citoyens. Donner un livre à tout le personnel d'une entreprise ou d'une association, c'est mieux qu'une montre après ces 30 ans d'existence. Et je pense que c'est un très bon réflexe. Et comment allez-vous faire pour... j'ai eu de la chance, vous m'avez sélectionné, mais comment allez-vous faire pour sélectionner les éditions avec lesquelles vous avez travaillé? C'est un travail d'approche que vous faites? On travaille avec différentes associations qui sont résidentes à la Maison de la Francité, qui donnent du conseil à l'édition, à la relecture, en fonction de ce que raconte l'histoire, de la manière dont on la raconte, on aiguille vers l'un ou l'autre éditeur, vers l'une ou l'autre maison d'édition. Et voilà, on n'a pas de chemin formel vis-à-vis d'une maison d'édition ou l'autre. On travaille un peu à l'intuition. Moi, je suis quelqu'un de très très intuitif et d'instinctif, et en fonction de ce que je pense, là où ça peut fonctionner. En fait, d'ailleurs, quand j'ai contacté 180 éditions, c'était au départ, je me suis tourné vers une maison d'édition que je connaissais un petit peu. Je connaissais un petit peu son éditeur, et j'ai été pour lui demander conseil, en fait, en lui envoyant le pitch, le 4e de couverture auquel on pensait, en annexe le corps du livre, et j'allais en fait pour un conseil, savoir tiens où pourrais-je me diriger, est-ce que le pitch est bien rédigé, parce que c'est la première fois que je rédigeais un pitch, une storytelling, et le hasard a fait que eh bien cette maison d'édition m'a dit moi ça m'intéresse. Et donc c'est un hasard heureux, c'était notre premier essai envers une maison d'édition. J'avais prévenu Alain Dedagne que le chemin commençait maintenant, que avoir 150 ou 180 pages rédigées, ça n'en faisait pas un livre. 180, c'est très bien. 180 pages. 180 pages. On a eu d'ailleurs quelques débats. Parce qu'Alain Dedagne était peut-être tenté par l'auto-édition. Je lui ai dit c'est quand même mieux d'avoir une maison d'édition, mais ça va être dur. Alain Dedagne, comme toute personne qui a un bébé littéraire au bout des doigts, avait une certaine impatience qui n'était pas facile à contenir. Et voilà, moi je lui ai dit il faut être patient. Et même quand on aura une maison d'édition, il faut compter 6 mois
pour le voir sortir en librairie, et c'est plus ou moins le temps que ça a mis. Et je lui dis encore maintenant, ça va encore durer 6 mois de séances de dédicaces, le temps que les livres se retrouvent en librairie, qu'ils soient lus par certains libraires, qu'il y ait un intérêt du côté de la presse. On est parti pour 6 mois à 12 mois de collaboration, de complicité. Et moi, j'en suis ravi parce que Alain est vraiment quelqu'un de touchant, de sincère, et c'est bien d'avoir des projets comme ça qui réunissent des gens qui sont qui ont une sensibilité, qui ont envie de parler aux gens, de dire quelque chose, de raconter une histoire qui est belle en l'occurrence. On est d'accord, et je rebondis sur ce que vous dites parce que les auteurs doivent comprendre qu'il faut envoyer leurs manuscrits à des maisons d'édition qui traitent de leur thématique, si vous voulez. Voilà, moi, si on m'envoie, malheureusement, j'adore, mais si on m'envoie un recueil de poésie, je ne peux rien faire parce que je ne suis pas un éditeur de poésie. Il y a beaucoup d'auteurs, on reçoit vraiment des manuscrits qui sont d'abord qui ne sont pas qui sont titrés mais qui ne sont pas genrés, si je peux dire, c'est-à-dire où il n'y a pas marqué clairement polar, littérature blanche, essai. Et c'est dommage parce que il faut contacter le bon éditeur au bon endroit. Donc ça, c'est un travail que l'auteur doit faire. Trouver le bon éditeur qui s'occupe de sa thématique, et voilà, je pense que c'est aussi un travail que l'auteur doit faire, c'est-à-dire aller sur Internet, voir un peu quelle est la thématique spéciale de l'éditeur. Je dois avouer que c'est heureusement Donald qui m'a guidé dans cette démarche, parce que pour moi c'était les premiers pas dans un domaine que je ne connaissais pas du tout, et que dès lors, la première question qu'il me posait, pourquoi la tartine? Quand on parle des camps de concentration, des camps de détention, quelle est la relation avec la tartine? En fait, en résumé, la vie, elle tient parfois un fil. Et ici, en l'occurrence, le fil était probablement une tartine qui se retrouve... N'en dites pas trop, mais non. Tout à fait, on est d'accord, on est d'accord. Eh bien, je suis ravi de vous avoir publié, je suis ravi, merci Donald de m'avoir proposé ce très beau livre. Donc maintenant, comme vous le savez et vous venez de faire votre première séance de dédicace, le chemin ne fait que commencer. Donc je vous le souhaite long et agréable également, et que tout se passe bien. Donc voilà, alors évidemment on est dans une période assez tourmentée avec le Covid, ou la Covid au choix, mais j'espère que très bientôt on pourra faire de belles séances de dédicaces. Voilà, bon succès. Merci. Merci beaucoup. Merci.